Accélérer, grâce à une énergie locale et décarbonante, à des technologies pour préserver l'eau et les ressources naturelles, au traitement des nouveaux polluants et des déchets dangereux. Autant de gisements de solutions et de ressources locales inexploitées que personne, mieux que Veolia, ne sait révéler. Accélérer, en y ajoutant toute notre force d'innovation, qui repose sur 218 000 collaborateurs, engagés pour la transformation écologique, afin de devenir un champion de la décarbonation, un champion de la dépollution, un champion de la régénération des ressources. Hello. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce Deep Dive de Veolia. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Il s'agit de la 4e série d'événements qui sont destinés à vous aider à mieux comprendre les activités de Veolia en ligne directe avec la stratégie Green Up qui a été lancée en février l'année dernière. Si vous nous avez suivis dans notre expérience, vous vous souvenez que nous avons parlé de décarbonation, d'énergie au Royaume-Uni, on a parlé de déchets dangereux et de micropolluants aux États-Unis, et puis nous avons parlé d'eau municipale en France. Aujourd'hui, dans notre présentation, nous allons nous dédier aux nouvelles solutions pour l'eau. Pourquoi ce sujet en particulier et pourquoi ici ? Bon, je vais laisser cette explication à la directrice générale de Veolia qui va nous parler dans quelques instants. Juste quelques secondes, quelques minutes pour vous présenter le programme d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on va avoir une diapo ici. Oui, merci beaucoup à l'équipe technique. Donc, comme je le disais, Estelle Brachler va démarrer la journée avec une vue d'ensemble des solutions de Veolia pour les défis environnementaux mondiaux. Et puis, nous allons regarder un petit peu les business models d'un point de vue financier pour l'entreprise. Suite à cela, nous aurons une présentation des offres dans l'eau pour Veolia et ses marchés prioritaires. Et vous verrez comment la combinaison des activités de Veolia est un avantage clé par rapport à ses concurrents. Et puis, nous allons terminer avec une table ronde et une discussion pour voir comment on peut encourager la réindustrialisation. Encore une fois, bienvenue, merci d'être ici, que ce soit dans la salle ou bien en ligne. Merci d'accueillir la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianov. Bonjour à tous et à toutes et bonjour et bienvenue à ce site vraiment super. Je suis très heureuse de voir si nombreux en ligne ou en personne. Pour ceux qui se demandent pourquoi Roselani, pourquoi ici? En fait, c'est parce que c'est le centre d'excellence mondial, le meilleur endroit pour ressentir nos meilleures technologies, nos technologies membranaires en particulier. Vous avez des chercheurs, des innovants, des techniciens, des fabricants et c'est vraiment le meilleur site au monde ici aujourd'hui. Donc, quoi de mieux que de vous montrer nos capacités d'innovation et la capacité et notre audace également pour une transformation écologique qui va encore plus loin. Et pour souligner la raison pour laquelle nous avons de telles ambitions dans les activités de l'eau et pourquoi nous avons confiance et voir comment nous allons atteindre nos ambitions. Tout d'abord, pourquoi l'eau au final? Pourquoi est-ce que l'eau a devenu le défi numéro 1, le défi d'aujourd'hui? On en parle de plus en plus dans les journaux et dans la vie au quotidien. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que, en fait, c'est la conséquence directe du réchauffement climatique. Les conséquences, en fait, c'est qu'il y a trop d'eau ou trop peu d'eau ou pas au bon moment, pas de la bonne qualité. Et puis, c'est exactement ce que nous voyons au cours des dernières années avec les inondations, les sécheresses, les incendies dans le monde entier. C'est exactement ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc, on parle de quantité et comment est-ce qu'on peut sécuriser l'accès à l'eau pour nos clients, mais aussi on parle de qualité également pour voir comment on peut enlever les polluants tels que les PFAS,
les perturbateurs endocriniens également, les résidus de pesticides, les microplastiques, quels qu'ils soient. Et ici, on parle aussi de santé et de voir comment on peut protéger la santé. C'est bien sûr un défi prioritaire pour nos clients et quelque chose pour lesquels nous pouvons les aider. Nous parlons aussi d'indépendance stratégique et géopolitique d'une certaine manière, de même que de la croissance des industries. Comment est-ce qu'on peut permettre aux industries de croître tout en sécurisant cet accès aux ressources? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous pouvez réfléchir à l'eau qu'on boit, mais aussi l'eau coule partout dans notre vie, que ce soit dans tout ce qu'on achète, aux industries, bien sûr l'agriculture. Il y a de l'eau partout et quand vous manquez d'eau, il y a potentiellement quelque chose qui est bloqué et on va aider à débloquer ça. Donc de la même manière que au cours des dernières années, on a parlé d'essayer à atteindre le net zéro carbone, on doit de plus en plus parler d'atteindre le net zéro eau dans la façon dont nous réfléchissons à nos industries croissantes. Donc ici, on parle des industries, pas seulement de la façon dont on sauve la planète, mais comment on exploite, que ce soit l'industrie minière, les grosses entreprises, les usines, c'est de ça qu'on parle. Et c'est ce que fait Veolia. Et c'est là que Veolia a un rôle à jouer avec ses solutions pour les déployer encore plus rapidement. Quand on parle de rapidité, on voit la taille du marché, on voit qu'elle est d'environ 220 milliards plus ou moins par an, qui croît de 2 à 3% par an. Mais on a une position unique et un point de vente unique. C'est pour ça qu'on veut aller 3 fois plus vite que ce marché. C'est vraiment 6 à 10% de croissance par an dans notre plan Green Up, comme vous le savez. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est d'avoir une amélioration de notre EBITDA et de ROCE encore plus. Et Emmanuel vous en reparlera tout à l'heure. Donc, on essaie de créer de la valeur pour le groupe. Donc, Veolia et l'eau, bon, c'est une longue histoire. On a été créé avec les solutions de l'eau, les problèmes d'eau, il y a 170 ans. Donc, on est le leader mondial dans l'eau avec deux activités très complémentaires, en fait, ce qu'on appelle les places fortes, les infrastructures, par exemple, la distribution de l'eau, donc l'exploitation de l'eau, et en plus de ça, les boosters qui boostent notre croissance. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les technologies de l'eau et les nouvelles solutions. 4,7 milliards déjà en 2023, et on va encore plus rapidement, comme je viens de le dire. Donc, quelle est notre formule gagnante qui me rend tellement confiante finalement pour dire qu'on va atteindre cette croissance dans les années à venir et finalement on y est déjà cette année. En fait, il y a eu toute une série de solutions pionnières. Je peux en parler d'une qui est notre combinaison de différentes technologies sur l'entièreté de la chaîne de valeur qui nous aide à combiner tout cela pour faire une solution unique en fonction des besoins du client exactement. Donc c'est vraiment une solution unique de plusieurs technologies avec un portefeuille qui est très très unique également avec les membranes jusqu'à l'évapocristallisation, le traitement biologique, etc., etc. Donc, quelque chose qui est important aussi, c'est notre historique. Les clients nous font confiance, on verra ça dans une minute. Bon, ici, on est là pour parler de croissance et de résilience en même temps. Donc, comment est-ce qu'on garantit les deux? Et en fait, notre empreinte géographique est un élément clé, en fait, pour cela. Nous sommes vraiment une entreprise mondiale dans les solutions de l'eau, presque 40% en Amérique du Nord. Et puis, nous avons aussi un ensemble de zones diversifiées, ce qui nous rend très résilients aux crises, mais également agiles. Quand il y a des opportunités, on arrive à les saisir là où elles sont à ce moment précis. Et ça, c'est vraiment la beauté de notre business model ici, de même que la réplication. Donc, si je vous donne un exemple, on a appris à traiter et à produire de l'eau ultra pure pour les entreprises microélectroniques. On a commencé en Irlande et puis on a exporté cette technologie en Asie du Sud-Est où les microélectroniques sont de plus en plus représentées. Au cours des 2 dernières années, en fait, on l'a réexporté ou l'a répliqué aux États-Unis où il y a donc
une activité vraiment qui se développe de plus en plus et qui a besoin de nos services avec de l'eau ultra pure en particulier. Donc la diversification et la disponibilité avec la résilience, c'est la même chose pour notre base de clients. Donc 75% de nos clients sont des industries, 25% sont des clients municipaux. Et dans la base industrielle, vous allez voir qu'il y a un peu de tout finalement, tout type d'industrie, que ce soit... Bon, en fait, chacun des grands groupes que vous voyez sont vraiment leaders dans leur marché, que ce soit donc des références dans leur industrie. Ici, je pars de la pharmacie, les microélectroniques, l'agroalimentaire, les grandes entreprises, les nouvelles technologies, etc., etc. Ils sont tous dans notre portefeuille de clients. Ils nous font confiance, vous voyez ces noms. Je suis très fière de cette liste et elle n'est pas exhaustive. Et en fait, ce n'est pas par hasard qu'ils nous font confiance. En fait, c'est grâce en particulier à notre innovation qui est vraiment au cœur de nos activités et de nos réussites dans les technologies de l'eau. Donc, on a déjà plus de 40 000 brevets. 4 000 brevets, pardon, et on est le leader en Europe pour le dépôt de brevets. Donc, en fait, on va encore plus loin pour aller à l'étape suivante, pour améliorer nos performances. On continue de toutes nos technologies chaque année. Et puis, on lance même de nouveaux produits, de nouvelles offres très, très régulièrement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous allons lancer encore un nouveau, donc une nouvelle offre PFAS que je vais vous présenter dans une minute. Et Anne, également, un petit peu plus tard, va vous parler d'autres offres que nous lançons qui sont tout à fait nouvelles. Et je suis très, très fière de cette évolution constante et d'innovation constante que nous avons gardée au cœur de ce que nous faisons. J'ai parlé donc de portefeuille de technologie unique. Je ne vais pas vous les nommer toutes. Vous aurez tout le temps, y compris un peu plus tard, de poser toutes les questions que vous avez par rapport à toutes ces technologies. Mais sur la diapo, on a donc ce portefeuille de technologie unique, si vous regardez par rapport aux concurrents, et aussi la capacité à être en aval et en amont de ces technologies. En amont, on conçoit les solutions. Donc, on n'est plus dans le business de la construction, mais on peut combiner plusieurs technologies pour offrir sur la base de projets des solutions pour résoudre des problèmes spécifiques pour nos clients, jusqu'à l'exécution, l'exploitation, où nos clients apprécient le fait qu'on s'engage et on leur dit, si vous voulez qu'on exploite ce site et qu'on s'engage sur les résultats, le rendement ou les polluants, on sait le faire, on a un bon historique et ça leur donne confiance en ce que nous faisons chez Veolia. Et ça, c'est un aspect, un point de vente important dans nos offres. Donc, là, je vous ai parlé un petit peu de ce dont il s'agit aujourd'hui. Maintenant, on va parler un petit peu de nos objectifs futurs. Vous avez compris que nous avons de très fortes ambitions dans ces activités. On va commencer avec ce qui booste la croissance. Il y a 5 offres prioritaires, encore une fois. Anne nous en parlera un petit peu plus en détail. Et ces 5 priorités sont soutenues par des mégatrends qui vont rester. Et nous, on a une différence, un aspect différenciant qui nous rend tout à fait confiants dans ces opportunités. Que ça aille des des micropolluants dans l'eau, les PFAS, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, etc., jusqu'à la réutilisation des eaux usées et des steps qui peuvent être plus efficaces ou même produire de l'énergie et réutiliser les eaux usées, jusqu'à la récupération des métaux stratégiques tels que le lithium par exemple, et puis de l'eau ultra pure pour la microélectronique et la pharmaceutique. Et puis, pour finir, les usines de dessalement qui sont bien plus efficaces en énergie qu'il y a quelques années. On a divisé la consommation énergétique par 5. Donc, ça vous donne une idée des offres qui boostent notre croissance dans ces activités.
Et je viens de parler de booster notre croissance. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Je ne parle pas du futur, je parle vraiment de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui décolle déjà. Et j'ai mis sur cette diapo ici des contrats que nous avons gagnés. Ce n'est que donc, au début de cette année 2024 sur ces 5 segments. Donc, ce n'est pas tous les contrats qu'on a gagnés, bien sûr, mais c'est juste sur ces offres. Et vous voyez que vraiment, on est déjà, comment dire... on a vraiment cette formule gagnante et qui va très très vite. Donc le mouvement va vite. C'est la raison pour laquelle, au niveau du groupe, j'ai ici de très fortes ambitions pour ces boosters d'activité qu'on vous a présentés dans le plan GreenUp. Donc 4,7 milliards jusqu'à 6 à 10% par an au cours des années à venir dans le cadre du plan GreenUp. Donc encore une fois, c'est 3 fois plus rapide que le reste du marché. Et puis 10% d'EBITDA par an en moyenne, et puis une croissance de la marge également, et une augmentation du ROCE. Vous aurez tous les détails avec Emmanuel d'ici quelques minutes. Donc, de super ambitions en termes de croissance financière pour ces activités. Donc, vous avez eu un petit spoiler il y a quelques minutes par rapport à, comment dire, nos nouvelles offres que nous allons lancer officiellement. Donc, Beyond PFAS, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer une petite vidéo. PFAS are found everywhere in our environment, and they pose risks for businesses, governments, and communities alike. We're working toward a future where concerns about PFAS management are a thing of the past. Our end-to-end solutions are designed to support you at every step, from cutting-edge detection to responsible disposal of contaminants. We have decades of experience implementing and operating technologies that are scientifically proven and tailored to each project, and we readily adapt to the evolution of our natural landscape, as well as to changes in laws and regulations. At Veolia, we empower cities and businesses to create positive ecological transformation. We are committed to protecting our communities, safeguarding the natural environment, and helping our customers feel confident that what lies beyond today is a safer, cleaner future. What's beyond PFAS? Peace of mind. Alors, les PFAS, bon, en fait, ils sont presque partout, n'est-ce pas? Donc, dans l'eau, dans les sols et dans tout, finalement, dans le quotidien. Et donc, ici, certains peuvent faire beaucoup de mal à notre santé. Mais il y a des solutions qui existent, pas seulement pour les détecter, pour les mesurer, mais aussi pour les traiter. Et c'est ça, cette offre Beyond PFAS. En fait, l'idée, c'est d'avoir une solution de A à Z pour traiter tout type de PFAS. Donc, bon, bien sûr, je vais vous dire dans quelques minutes comment on fait ça. Mais si on regarde la chaîne de valeur de son ensemble, on commence avec la détection et la mesure. Combien on en a, quel type de PFAS, et puis après ça, la conception de la solution. On parle ici de si vous avez par exemple des PFAS qui sont très concentrés, près d'un site industriel ou très dilués, s'ils sont dans l'eau, dans le sol. Ce n'est pas la même chose. On ne les traite pas de la même manière. Et on a tout un ensemble de technologies, donc à partir de quelque chose d'assez mineur jusqu'à quelque chose de très expert en fonction de ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est pour les concentrer. Et puis après ça, une fois que vous les avez concentrés, vous mettez de l'autre côté et puis vous avez donc les polluants qui sont concentrés. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce concentrat? En fait, c'est là qu'on a nos activités de traitement des déchets dangereux pour les traiter. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment toute la chaîne de valeur, de la mesure de la valeur, et puis la conception de la solution, la concentration, et puis le traitement. Et puis, j'ai souligné ici 3 différentes activités chez Veolia qui rentrent en compte.
à partir de l'exploitation de l'eau de manière traditionnelle jusqu'aux technologies de l'eau pour la concentration et puis les activités de traitement des déchets dangereux. Donc une solution de bout en bout, et il n'y a que Veolia qui puisse offrir ça. Donc ça, c'est vraiment la tranquillité d'esprit pour tout ce qui est lié au PFAS. Et je pense que c'est très important parce que vraiment, vous savez, on a la solution. Donc je dis toujours que... donc, qu'est-ce qu'on attend finalement pour la mettre en œuvre aux endroits où il y en a vraiment besoin? Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment la quintessence de Veolia. Un problème, donc plusieurs petites briques. On est très bon dans toutes ces parties. Donc, on combine tout ça pour avoir une solution à un problème. Dans ce cas-là, la dépollution. C'est exactement notre devise et c'est ce que fait Veolia. On a donc un objectif très ambitieux en chiffres. Donc 1 milliard d'euros d'ici la fin de la décennie dans le traitement des PFAS et des nouveaux polluants dans nos différentes activités. Ça décolle déjà, encore une fois. On était à 0 il y a 2 ans, à 50 millions l'année dernière. On estime, on va finir à 200 millions d'ici la fin de l'année et puis 1 milliard d'ici la fin de la décennie. Donc vous voyez que vraiment on parle d'un décollage et puis la vitesse va dépendre de la mise en œuvre des réglementations particulières dans le monde entier. Donc de grandes ambitions, mais beaucoup de confiance aussi du fait de notre dimension unique dans les solutions de bout en bout avec notre offre unique Beyond PFAS. Donc, en résumé, on est là, donc on voit de gros défis dans quantité et qualité d'eau pour les industries et les municipalités. On a les solutions chez Veolia et si l'on n'est pas encore, on innove pour constamment trouver de nouvelles manières et d'être plus efficace et pour les rendre accessible aussi, c'est un élément clé et donc de grandes ambitions pour ces activités pour croître dans les années à venir et pour augmenter la valeur également associée, donc que ce soit financière et on réconcilie l'économie, c'est-à-dire la façon dont on aide nos économies à croître et les industries également, malgré les ressources illimitées de la planète. Donc on réconcilie l'économie et l'écologie, si vous le voulez. Donc c'est vraiment ce que Veolia fait en tant que leader de la transformation écologique. On parle ici également d'aller plus vite et d'aller plus loin et d'accélérer. Donc, on parle de décollage et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment au cœur d'un moment particulier pour nos activités. Et donc, avec Green Up, on est vraiment, on scale up et on speed up. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci infiniment, Estelle. Et vous l'avez bien dit, vos clients font confiance à Veolia. Et c'est une preuve supplémentaire, une preuve concrète. Et pour cela, nous allons écouter directement le témoignage d'un client. L'eau est essentielle, notamment pour les entreprises de la technologie. L'eau est clé pour les opérations dans nos data centers à l'échelle mondiale et chez Amazon. Nous voulons absolument être responsables et lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous utilisons 0,18 litres d'eau par kilowattheure que nous consommons. Et nous voulons absolument rendre cette eau aux communautés, en tout cas plus d'eau que celle que nous consommons. Aujourd'hui, nous sommes à 41% de cet objectif et donc nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire et nous comptons justement sur le partenariat avec Veolia pour pouvoir atteindre cet objectif. Et je suis convaincue aujourd'hui que cette technologie vous positionne, en tout cas, dans la meilleure situation pour offrir les services pour vos clients. Il est absolument vital d'être capable d'offrir une solution de bout en bout pour que nous puissions tous nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux. Et ce que Veolia fait de mieux est d'apporter ces solutions pour que nous puissions avoir des data centers efficaces. Donc grâce à GenAI, nous utilisons plus de ressources pour alimenter ces nouvelles technologies. Nous créons des ressources qui sont durables. Et ça, c'est clé pour développer l'utilisation de ces technologies. Nous ne pouvons pas avoir un avenir durable qui est numérique sans investir aujourd'hui dans ces technologies. Et c'est la raison pour laquelle chez Amazon et AWS, nous continuons
nos partenariats avec des entreprises telles que Veolia pour continuer à développer ces solutions. L'expertise de Veolia dans le domaine de l'énergie, des déchets et de l'eau est absolument essentielle pour AWS. Ensemble, nous construisons un avenir plus durable. Nous allons maintenant donner la parole à la directrice générale adjointe en charge des finances et des achats. Pour les activités principales du groupe, veuillez accueillir chaleureusement Emmanuel Menning. Merci beaucoup, Hélé, et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre business model qui est différenciant et ce qui va nous permettre également de créer de la valeur. Les technologies de l'eau sont vraiment un moteur clé pour la croissance de notre plan Green Up. Ça représente 4,7 milliards d'euros qui sont répartis dans différents marchés et différentes zones géographiques comme Estelle a déjà mentionné. Grâce à ce business model équilibré, nous avons une activité, un business qui est résistant aux conditions macroéconomiques et qui est récurrent à 70%. Nous avons au total 4 activités, technologie et produits, ingénierie et projets d'achat, services intégrés et solutions chimiques. Donc 18%, 23% et 27% de nos revenus. Ces 4 activités sont interconnectées et elles couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est également une activité qui est rentable avec un EBITDA de 534 millions d'euros. Et donc, nous avons également une marge d'EBITDA de 14% sans les projets. Nous avons également un CAPEX de 219 millions d'euros et donc 17% est consacré à la croissance. Nous avons également une très forte génération de cash et également un ROCE très élevé. Je vais maintenant vous décrire plus en détail ces 4 business models et je vais commencer avec la technologie et les produits. Ça représente 0,9 milliards d'euros avec une très haute marge d'EBITDA entre 15 et 20%. Nous offrons à nos clients une très large gamme de technologies de pointe et avancées qui représentent 100% de leurs besoins. Ça peut être par exemple des éléments technologiques, un système, par exemple, que nous allons soit fournir directement, soit grâce à un intermédiaire. Et nous générons également des recettes supplémentaires, également des revenus récurrents, grâce notamment à des services après-vente ou grâce à de nouveaux contrats. Nous sommes en capacité également d'améliorer le portefeuille de technologie grâce à notre fusion à succès avec Suez. Nous avons vraiment un portefeuille complémentaire avec la même stratégie qui nous offre un avantage concurrentiel et grâce également à notre position de leader dans le domaine de la R&D avec 4400 brevets que nous enrichissons année après année. Tout cela est boosté par nos 5 offres prioritaires, les réutilisations des eaux usées, la récupération des métaux. Nous savons que ces offres prioritaires vont pouvoir croître grâce à une marge à 2 chiffres et grâce aux investissements que nous faisons également dans nos différentes centrales et vous verrez cela cet après-midi. Je vais maintenant vous parler de notre deuxième business model, l'ingénierie et les systèmes process. Cela représente 1,4 milliard d'euros, donc 5 à 10% de nos recettes. Nous offrons des programmes d'ingénierie et systèmes de process, par exemple pour le traitement de l'eau. Et nous utilisons nos produits et la marge est directement rapportée à ce premier business model. Nous avons commencé il y a 5 ans et on a vraiment une discontinuation des projets. Et pour nous, c'est vraiment une possibilité pour nous d'offrir nos produits, nos solutions, nos technologies et d'alimenter également la base des services du troisième business model. Nous avons beaucoup de projets et on était à 2,3 milliards. Ça, c'est boosté également par les besoins de nos clients industriels, nos clients municipaux également. Et nous pensons
que ce marché va continuer son essor, notamment grâce au projet d'eau ultra pure, avec une très forte conversion de cash. Je vais passer maintenant à la troisième activité, les services. Ça représente 1,1 milliard d'euros. 23% de nos recettes avec une très haute marge, entre 15 et 20% pour les dictats. 60% de solutions de services. Nous offrons également des services après-vente et nous reposons sur nos capacités très élevées en matière de technologie. Pas beaucoup de CAPEX, c'est la raison pour laquelle nous pouvons générer beaucoup de cash et beaucoup de recettes. Nous avons 40% d'unités mobiles à nos clients industriels et aux clients municipaux, notamment quand ils ont des urgences, ou en tout cas des pics de production qu'ils ne peuvent pas finalement assumer seuls. Grâce à cet équipement de haute qualité, nous avons un taux d'utilisation très élevé de 90%. Ça, c'est boosté notamment par les composants émergents. Nous avons également un très grand pouvoir d'achat, d'où la marge très élevée. Ça, c'est boosté par nos 5 offres prioritaires. Et normalement, ce marché devrait croître avec une marge à 2 chiffres. Et je vais maintenant passer à la quatrième activité, l'activité chimique. Ça représente 1,3 milliard d'euros, donc 27% de notre périmètre. Nous offrons à nos clients des solutions chimiques. Nous utilisons notamment des outils d'analyse, des analyses prédictives. Il s'agit là d'avoir des services qui permettent de définir et d'analyser les matrices de l'eau, de définir également la formulation, par exemple. Tout cela est mis en œuvre sur site et nous avons un système de suivi, notamment pour voir toutes les variations qui existent dans un système industriel. Nous avons des relations de long terme avec nos clients. Nous avons un taux de renouvellement qui est beaucoup plus élevé pour l'eau que celui que nous avons au global chez Veolia. Nous sommes intégrés dans les processus avec un niveau d'intimité très élevé. C'est la raison pour laquelle nous avons un taux de renouvellement très élevé et nous pouvons également nous différencier de nos clients et de nos compétiteurs grâce à un processus clé et différenciant. Nous avons une très faible densité capitalistique et un ROCE très élevé. Avec ces 4 activités, nous avons une position unique. Nous pouvons lutter et gérer la hausse de la demande, notamment pour les solutions de l'eau et les technologies de traitement de l'eau. Nous serons en capacité de gérer cette demande grâce notamment à nos technologies de pointe, grâce à la priorité qui est donnée notamment à ces 5 offres prioritaires, mais également à ces offres combinées que nous avons entre nos différentes activités. Nous profitons par exemple d'une solution intégrée, d'une chaîne d'activité intégrée. Nous avons également une base commerciale de services et de produits chimiques et tout cela est très similaire. Et pour résumer ce que je viens de dire, grâce à notre projet, nous pouvons vendre nos produits, des produits qui vont ensuite être maintenus grâce à nos produits chimiques, à nos services de maintenance. Et nous pouvons également intégrer les autres services et actifs de Veolia, comme Jean-François vous le dira un petit peu plus tard. Nous avons une position unique, nous pouvons vraiment jouer un rôle clé et devenir le partenaire privilégié et unique de nos clients municipaux et industriels. Nous avons un business model gagnant qui est aligné avec GreenUp. Nous avons 6 piliers dont je vais vous parler un peu plus tard, la croissance, la performance, l'allocation du capital. Et grâce à ça, nous allons pouvoir alimenter la création de valeur avec une augmentation de la marge, l'efficacité du capital et également une augmentation du ROCE grâce aux marges de l'EBITDA et l'augmentation de l'EBITDA, ainsi que la discipline en ce qui concerne l'allocation du capital. Nous allons commencer avec le premier pilier qui est la croissance. Nos recettes, notre chiffre d'affaires vont bénéficier de la combinaison tout d'abord de la sélectivité, c'est-à-dire que nous allons donner la priorité aux 5 offres prioritaires sur les micropolluants, la réutilisation de l'eau, les minéraux stratégiques, l'eau ultra pure et le dessalement. Ça va être complété également par la rétention des clients, les fusions-acquisitions et également les différentes ventes croisées dans notre business model. Ça va nous permettre également
de continuer de croître et d'avoir une croissance du CAGR, donc du taux annuel de croissance composée, de 6 à 10%. Nous allons maintenant passer au deuxième pilier, qui est la performance. Nous optimisons de manière systématique notre structure de coûts. Nous avons un très bon historique en matière d'efficacité. Nous ciblons pour les 4 prochaines années 50 millions de gains d'efficacité nette cumulés pour notre plan d'efficacité pour le groupe, grâce à l'optimisation des frais généraux, l'efficacité dans les achats et les process et la production. Ça, ce sera complété également par un très haut niveau de synergies qui vont venir notamment de l'intégration réussie de Suez. Ça représente 50 millions de synergies, en plus des synergies que nous avons déjà réussi à générer depuis la fin de l'année 2023. Donc les technologies représentent 10% du CA de Veolia, mais 15% de nos synergies. Et ça ne prend pas en compte les revenus qui vont venir alimenter le CAGR à hauteur de 5 à 10%, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt, donc le taux de croissance annuel composé. Grâce à cette combinaison d'activités et grâce à cet historique exceptionnel en matière d'efficacité opérationnelle, nous serons capables d'avoir une croissance de 10% de notre CAGR. Ce sera boosté de manière organique à hauteur de 90%, mais aussi grâce à des fusions et acquisitions, et j'en parlerai un peu plus tard. Nous serons également capables d'avoir une augmentation de la marge de l'EBITDA de 300 BP, qui sera boostée par la croissance de l'EBITDA. Et nous allons également nous concentrer sur les segments les plus rentables. Nous allons maintenant passer à l'allocation du capital. Avec un CAPEX de 150 millions d'euros par an, nous allons pouvoir concentrer 50% de ce CAPEX à la croissance avec les unités mobiles, les projets avec un TRI de plus de 15%. Ce sera également complété par des fusions-acquisitions intelligentes. On va se concentrer sur les nouvelles technologies, les soins de santé. Et ça, évidemment, c'est aligné à nos critères financiers avec un très bon TRI. Pour conclure, c'est un business model qui est gagnant et qui va venir alimenter et conforter la trajectoire Green Up. Nous serons en capacité de générer plus de recettes, 6 à 10% du CAGR, une croissance de l'EBITDA, 10% du CAGR, une augmentation du ROCE et davantage d'efficacité en matière de capital pour venir alimenter la croissance du capital et pour aller 3 fois plus vite que le marché. Thank you. Thank you, Emmanuel. Merci infiniment, Emmanuel, pour cette présentation avec beaucoup de détails et qui nous permet aussi de mieux comprendre vos objectifs. Nous allons maintenant nous concentrer spécifiquement sur les marchés prioritaires pour Veolia et pour cela, je vais donner la parole à Anne Le Guenec, directrice de la zone technologie de l'eau chez Veolia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici à Oroslani, sur site, que vous soyez également connectés en ligne ou dans la salle, et d'avoir l'occasion également de vous partager mes convictions. En effet, nous avons toutes les technologies dont nous avons besoin pour surmonter les défis posés par le changement climatique. Cela fait plusieurs années que nous travaillons sur la trajectoire qui nous permettra de gérer les objectifs liés au carbone d'ici 2050. Mais quand on parle de l'eau, on parle des inquiétudes de nos clients aujourd'hui. 50% de l'eau à travers le monde dans les pays développés est utilisée par les citoyens, les municipalités et 50% par les industries. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que nous avons des inquiétudes similaires en ce qui concerne les défis que nous devons relever. Quand on demande aux citoyens à travers le monde quelles sont leurs inquiétudes en ce qui concerne l'eau, très souvent, ils nous disent qu'il ne s'agit pas de protéger la planète pour les années à venir. Non, ils sont inquiets en ce qui concerne la santé. Et ça, c'est partout.
dans le monde. Quand on parle à nos clients industriels, on se rend compte que leurs inquiétudes tournent autour de leur capacité de production. Dans toutes les industries, nous avons besoin de l'eau pour produire ou pour effectuer des opérations. On parle de data centers. Est-ce que vous savez que les data centers consomment plus d'eau que 50 piscines olympiques chaque jour? Chaque industrie, toutes les industries à travers le monde ont besoin d'eau pour fonctionner. Alors évidemment, quand on pense à la rareté de l'eau, par exemple, c'est vrai qu'on a des défis. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de répondre aux objectifs de quantité de nos clients. La prévention est clé et c'est la raison pour laquelle nous travaillons là-dessus. Nous utilisons des solutions intelligentes. Et ce que nous faisons également pour nos projets, nous apportons à nos clients les solutions d'ingénierie optimisées en ce qui concerne l'eau qui est consommée. Quand la prévention ne suffit pas, nous avons une autre offre prioritaire qui est la réutilisation de l'eau. Comme vous l'avez déjà compris, l'eau est trop rare. Et donc, on ne peut pas l'utiliser qu'une seule fois. C'est pourquoi nous devons absolument réutiliser l'eau et nous voyons que c'est vraiment un marché en plein essor partout dans le monde. C'est un marché en plein essor grâce aux réglementations, mais pas seulement. Les industriels ont besoin d'eau et seuls 11% de l'eau aujourd'hui est recyclée dans le monde. Nous avons toute technologie pour réutiliser l'eau. Pourquoi? Eh bien parce que nous devons réutiliser l'eau dans nos différentes centrales, par exemple, pour l'irrigation, pour la réutilisation directe de l'eau ou indirecte. Nous pouvons également utiliser les eaux usées et les retraiter pour qu'elles puissent ensuite être utilisées comme de l'eau ultra pure. Toutes les technologies sont déjà matures et disponibles. Alors, que faisons-nous en plus d'apporter les technologies à nos clients? Eh bien, nous suivons l'énergie qui est consommée parce que la décarbonation est indispensable. Nous voulons absolument nous concentrer sur l'énergie parce que ce sera un obstacle à surmonter pour réutiliser l'eau. Ce sera également un obstacle en matière de disponibilité d'énergie et en matière de coût également. C'est la raison pour laquelle je suis très fière de vous dire que nous aurons également ici une extension sur ce site qui sera consacrée justement à la membrane Zilung que nous allons utiliser pour un processus assez innovant. En général, les membranes sont utilisées pour filtrer l'eau. Mais nous avons créé une innovation. En fait, nous allons venir utiliser des bactéries directement sur la membrane et nous allons utiliser une toute petite quantité d'oxygène qui va leur permettre de grandir et de venir manger toute la pollution organique qui est présente dans l'eau. Et grâce à cette offre, nous pouvons accroître de 37% la productivité de ce site. Et nous allons également pouvoir diminuer de 50% la production d'électricité. Et nous pouvons aller encore plus loin. Nous allons pouvoir être à Cagnes-sur-Mer, par exemple, nous avons une création d'électricité. Donc, nous sommes très fiers de développer cette offre partout dans le monde. Comment allons-nous faire ça? Eh bien, grâce à un suivi numérique, grâce aux membranes intelligentes et grâce également à nos mises à niveau qui nous permettront également d'optimiser en temps réel la quantité d'eau utilisée, la quantité d'énergie utilisée et également l'injection de produits chimiques. La réutilisation de l'eau est très prometteuse, mais parfois, et dans certaines zones à travers le monde, ce n'est pas suffisant. Et quand ça n'est pas le cas, nous avons notre offre de dessalement. Et ça, c'est notre deuxième priorité. Le dessalement, c'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps dans le Moyen-Orient et ça fait très longtemps que nous sommes leaders de ce marché. Ça fait des décennies, pour être plus précise. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas une activité que nous devons mettre en œuvre dans les déserts, dans le Moyen-Orient, pas seulement. Au Royaume-Uni, par exemple, aux États-Unis, les clients ont besoin de nous parce qu'ils ont vraiment besoin d'eau. Et parfois, ils n'ont pas assez d'eau. Et ils n'ont pas assez
d'accès à l'eau douce, par exemple. Donc, encore une fois, nous avons des technologies matures disponibles. Les membranes peuvent apporter un très bon niveau de filtration, ce qui nous permet d'avoir accès à de l'eau douce. Mais nous avons trois grands défis à relever pour avoir un très bon niveau de dessalement et pour que cette activité soit concrète et rentable. Tout d'abord, l'énergie. Le dessalement requiert beaucoup d'énergie, mais nous avons réussi à réduire cette consommation. Dans le passé, nous utilisions des énergies thermiques. Aujourd'hui, nous utilisons la technologie de la membrane avec l'osmose inversée. Et donc, nous avons réussi à absolument réduire notre consommation d'énergie. Il a diminué par 5. Aujourd'hui, nous sommes ensuite en dessous de 3 mètres cubes à Aizan, Dubaï. En dessous de 3. Ça veut dire que dès qu'on produit 1 mètre cube d'eau dessalée, on consomme moins d'énergie que si on faisait 20 km avec une Tesla. Le dessalement est aujourd'hui rentable, parce que ça, c'était vraiment le deuxième défi, le prix du dessalement finalement. Mais aujourd'hui, 50% du prix tourne autour de l'énergie, le reste c'est pour la filtration, et grâce à la performance de nos membranes, nous avons réussi à diminuer le prix. Et donc aujourd'hui, c'est une technologie abordable et disponible. Le troisième défi pour le dessalement, ce sont les saumures. Puisqu'en fait, on a beaucoup de minéraux, des sels que nous allons venir récupérer dans l'eau salée. Et tous ces sels et minéraux peuvent évidemment retourner dans la mer, puisque c'est de là qu'ils viennent finalement. Mais nous savons, grâce à nos technologies de membrane, comment nous allons pouvoir les séparer. Et nous pouvons mettre de côté les sels, le chlorure de sodium par exemple. Nous pouvons également mettre de côté les nutriments comme le phosphore, et nous pouvons tout séparer. Et ainsi, nous pouvons gérer les saumures de manière efficace. Alors, comme vous l'avez compris, la prévention, la réutilisation, le dessalement, ce sont tout autant de solutions qui vont nous permettre également de relever les défis en matière de quantité d'eau. Donc maintenant, parlons de la qualité de l'eau. Et cela en a parlé un peu plus tôt. La qualité est vraiment notre source d'inquiétude numéro 1 et les citoyens à travers le monde veulent absolument avoir accès à une très bonne qualité d'eau. Donc parlons maintenant des micropolluants et des solutions que nous apportons. Alors, il ne s'agit pas seulement de retirer les micropolluants, c'est vraiment une solution de bout en bout, comme Beyond PFAS. Nous allons veiller à ce que les clients aient vraiment une tranquillité d'esprit en ce qui concerne le retrait des micropolluants de l'eau. Donc, on parle de PFAS, mais on peut parler également des microplastiques. Nous pouvons également parler des pesticides. Nous pouvons, par exemple, parler également des perturbateurs endocriniens. Donc, il y a beaucoup de micropolluants dans l'eau, mais nous avons aussi beaucoup de solutions. Et tout commence avec l'analyse. Je vais vous donner un exemple. Pour les PFAS, le seuil pour les PFAS qui est accepté était autour de 400 nanogrammes par litre. On est passé à 4, donc on l'a divisé par 100. Et grâce à nos technologies, grâce à nos outils analytiques, grâce à nos laboratoires, nous avons la capacité de mesurer la quantité de micropolluants que nous retrouvons dans l'eau. 4 nanogrammes. C'est vraiment un grain de sable dans une piscine olympique. Oui, j'aime beaucoup parler des Jeux olympiques aujourd'hui. Donc nous avons des solutions d'analyse, mais nous avons également les technologies pour le retrait des micropolluants. Et pour être tout à fait honnête, évidemment, voilà, il faut absolument que nous ayons les solutions adéquates. C'est pourquoi nous avons des solutions adaptées, qui s'adaptent à chaque type de situation et à chacun de nos clients. Est-ce qu'on a par exemple une concentration diluée de micropolluants? Eh bien, ça n'est pas de problème. On peut absorber grâce au charbon actif les différents micropolluants. On peut aussi utiliser des processus d'oxydation par l'ozone. Parfois, c'est plus compliqué.
Par exemple, nous avons la déiodisation, par exemple. Et parfois, nous avons besoin des membranes à osmose inversée qui sont disponibles pour chaque type de filtration. Donc, beaucoup de technologies qui sont disponibles aujourd'hui et qui peuvent s'adapter. Donc, en fait, on ne vend pas la même solution à tout le monde. On adapte notre solution aux besoins spécifiques de nos clients. Et évidemment, en plus de tout cela, nous avons aussi une solution pour la gestion des déchets dangereux, mais Jean Fasseroy en parlera un peu plus tard. Le retrait des micropolluants, et donc quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient ensuite? Puisque maintenant, nous allons parler des toutes petites impuretés qui se retrouvent dans l'eau. Donc l'eau ultra pure est évidemment l'une de nos priorités. C'est vraiment un marché en plein essor que nous soutenons. Un marché en plein essor, notamment pour les industries pharmaceutiques, la cosmétique, la microélectronique évidemment. Il y a beaucoup d'infrastructures qui naissent un peu partout. Pour les batteries, par exemple. Et on sait également que l'électricité requiert également beaucoup d'eau pour la création de nitrogène, par exemple. Donc, nous allons ici filtrer les impuretés et les clients ont vraiment besoin d'une très, très bonne qualité et des normes très strictes. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, 1 minute leur coûtera 50 000 €. Donc, vous vous rendez bien compte à quel point notre excellence compte, surtout quand on parle de technologie de pointe. Et surtout en ce qui concerne ce type de client spécifiquement. Donc, à nouveau, les technologies sont là, elles sont disponibles. Nous avons les membranes et grâce aux membranes, nous allons pouvoir filtrer l'eau pour veiller à ce qu'il n'y ait plus rien dans l'eau. Et Ish en parlera un peu plus tard, il en parlera plus en détail. Mais ce qui compte ici, c'est vraiment la fiabilité. Et à nouveau, nous avons une capacité de suivre en temps réel, de manière numérique. Et ça va jouer un rôle clé dans la fiabilité. Nous avons également le marché de la microélectronique qui est en plein essor partout. Et cette eau ultra pure est absolument clé. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que cette offre va véritablement révolutionner le marché. Alors, vous allez me dire, Anne, on a tout retiré de ce qu'il y avait dans l'eau, même les toutes petites impuretés. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire finalement? Eh bien, nous, chez Veolia, nous considérons qu'il n'y a pas que l'eau qui est rare. Toutes les ressources peuvent être limitées à un moment. Donc, les métaux, les sels stratégiques, tous les minéraux, par exemple, que nous allons retirer de l'eau ne devraient pas être gaspillés. Pour les saumures, par exemple, j'en ai parlé un peu plus tôt, on peut utiliser, par exemple, les saumures comme engrais. Mais quand on travaille, par exemple, l'industrie des mines, par exemple, on a le lithium, on a, par exemple, l'or. Et nous savons que ce sont des minéraux très précieux. Et c'est la raison pour laquelle nous devons absolument tout récupérer. Ça, c'est ce que l'on fait, par exemple, pour le lithium. Et Mauro en parlera plus en détail et nous parlera de notre travail en Amérique latine pour le lithium. Mais l'or également est un marché qui se porte bien à travers le monde et nous pouvons apporter toutes les solutions, notamment dans nos unités mobiles. Donc, on peut vraiment apporter à nos clients des solutions de bout en bout. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment de pouvoir récupérer du lithium et de l'or quand on traite l'eau. On voit vraiment que les clients voient cela comme un facteur différenciant. Et on voit que ce marché est en plein essor partout dans le monde. Donc, ce sont nos 5 offres prioritaires: réutilisation, dessalement, micropolluants, eau ultra pure et récupération des métaux et sels. Et je serais ravie de vous dire ce qui... Interprète, excusez-moi, il n'y a plus de son? C'est revenu. Merci beaucoup.
Et nous pourrons également vous parler des technologies émergentes, comme par exemple la capture du carbone. C'est un marché en plein essor à travers le monde également. Mais pour cela, je vais donner la parole aux autres orateurs et oratrices. Et il y a également des corners, un peu plus tard, qui vous permettront d'en savoir plus. Mais j'espère que vous avez bien compris. Nous avons toutes les technologies dont nous avons besoin pour faire face à ces défis, aux défis de nos clients. Et nous plaçons l'innovation au cœur de notre business model. Ainsi, nous pouvons continuer à inventer les solutions de demain et créer de la valeur pour nos clients. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Et j'ai écouté ça comme si j'écoutais une histoire incroyable. C'était super. Maintenant, je voudrais inviter Jean-François Maudret, le directeur de la zone France et déchets spéciaux pour l'Europe sur scène pour nous parler un petit peu des forces du groupe que vous allez voir dans la combinaison de toutes ces activités. Bonjour à tous. Donc Veolia a toujours combiné ses activités tout simplement parce que ça crée plus d'impact, de croissance, même dans les pays établis tels que les marchés que nous avons en France, par exemple. Et vous savez, donc certaines de ces combinaisons, par exemple, on était parmi les premières entreprises à lancer des solutions pour transformer des déchets en énergie. Dans le passé, on produit de l'énergie locale pour des communautés locales. On utilise leurs déchets locaux et c'est actuellement le standard dans le monde entier. Et c'est vraiment une réussite de combinaison entre les déchets et l'énergie. Un autre exemple que vous connaissez peut-être concerne les technologies de l'eau et des déchets. Quand nous traitons les eaux municipales, par exemple, nous produisons des boues biologiques qui ont une valeur pour l'agriculture, une valeur en tant que engrais naturel. Et quand on mélange cette boue avec des déchets verts, des activités des déchets, on produit un super engrais. Et actuellement en France, Veolia est de loin le leader dans ce secteur d'engrais biologiques grâce à cette combinaison. Je voulais maintenant me concentrer sur la façon dont on peut combiner nos technologies dans l'eau avec les activités locales pour faire face à des défis clés. Le premier, c'est la production de bioénergie dont nous avons besoin pour la décarbonation, et puis la protection de la santé, comment protéger la santé des micropolluants et la gestion des métaux critiques dont nous avons besoin pour l'électrification. Mon premier exemple, c'est les éco-usines. Traditionnellement, donc une STEP a un objectif unique, de traiter les eaux usées avant de la rejeter dans l'environnement. Mais aujourd'hui, Veolia et les technologies de Veolia ont changé les règles du jeu. D'un point de vue, donc, nous allons transformer chaque STEP en centre de ressources, c'est-à-dire que, comme nous l'avons dit, nous produisons des engrais organiques et nous produisons de l'eau pour l'agriculture, pour même de l'eau potable pour les industries. Et je voulais insister sur les bioénergies. J'ai dit que les stations d'épuration produisent des boues. Donc, nous allons extraire cela et à partir des boues, nous pouvons les digérer et la digestion produit du biogaz. Grâce à nos technologies, nous avons la capacité à extraire et purifier donc de manière sélective le biométhane. Donc, ce méthane est traitable, est assez bon et peut être injecté directement dans le réseau de gaz naturel. Et grâce à cela, les stations d'épuration deviennent de plus en plus positives en énergie, c'est-à-dire qu'elles consomment moins d'énergie qu'elles n'en produisent. C'est le cas, comme l'a dit Anne, à Cagnes-sur-Mer en France, mais également ici à Budapest, en Hongrie, c'est le cas en Amérique latine. Et quand on estime la construction
du cycle d'eau pour les municipalités, en fait, c'est entre 30 à 40% de l'électricité, de consommation d'électricité pour les municipalités aux États-Unis qui est liée à l'eau. Donc, vraiment, il y a un potentiel énorme de combinaison d'activités entre l'énergie, les technologies de l'eau et les activités de l'eau. Un autre exemple concerne les micropolluants. C'est un défi clé, et on l'a déjà dit avec Anne, avec Estelle, pour la santé de la population. Donc, Estelle a lancé aujourd'hui l'offre Beyond PFAS. Qu'est-ce qui est derrière cela? En fait, en 2 mots, tout d'abord, l'innovation. On est en mesure, grâce aux technologies de l'eau, d'extraire les PFAS qui sont dilués dans l'eau. L'eau potable, l'eau usée. Nous avons désormais la capacité de faire cela. Et en même temps, nous avons développé et breveté la façon de vraiment détruire ces PFAS quand ils sont concentrés dans les déchets dangereux, dans les incinérateurs à température élevée. La combinaison des deux, en fait, produit cette offre de bout en bout qui s'appelle Beyond PFAS. Nous sommes la seule entreprise dans le monde, grâce à cette combinaison, à fournir cette offre. Un dernier exemple concerne donc les métaux en particulier. Vous avez dit, Anne, vous avez parlé du nickel et du lithium, Anne, et d'autres métaux stratégiques également qui sont clés pour l'électricité. Et moi, quand je travaillais à Water Technology, l'équipe travaillait déjà sur l'extraction du lithium et la purification de ce lithium pour l'industrie minière. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de croissance dans ce domaine, et aujourd'hui, on a la capacité d'extraire différents métaux, que ce soit dans les boues ou dans différents liquides, et on les utilise pour les déchets dangereux, pour recycler, en fait, élément par élément, le nickel, le cobalt, le lithium, que nous pouvons trouver dans les batteries des véhicules électriques. Donc, je suis très fière de vous annoncer que nous produisons notre premier éléments de nickel, de cobalt, de lithium qui viennent du recyclage grâce aux technologies de Veolia eau. Donc grâce aux membranes, à l'évaporation aux résines. Et en France, c'est une réalité, et on va annoncer bientôt l'ouverture d'un nouveau site, et nous serons parmi les premiers en Europe à ouvrir un tel site grâce à l'hydrométéorologie. Donc c'est une combinaison des technologies de l'eau et des déchets dangereux, encore une fois. Donc juste pour vous montrer la puissance de notre capacité dans la combinaison de ces activités, donc Veolia va bientôt pouvoir faire face à ce marché en croissance de recyclage finement de batteries de véhicules électriques aux États-Unis, en Europe et en Chine. Pour conclure, je voudrais vous dire 2 mots. Tout d'abord, nous sommes en mesure de déployer nos technologies dans le monde entier. Veolia a un réseau incroyable pour être présent sur le marché. Donc, on peut déployer ces technologies là où nous exploitons au niveau local, où nous sommes vraiment ancrés dans les territoires. Et la combinaison des deux créera plus d'impact, plus de valeur pour la communauté locale, pour les municipalités, pour les clients industriels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. J'ai senti la fierté dans cette présentation. Vous avez bien raison, il y a vraiment de quoi être fier. Nous mettons en place maintenant notre table ronde, notre discussion qui va se concentrer sur la réindustrialisation, et nous espérons vous montrer la façon dont Veolia peut soutenir ces efforts dans de nombreuses industries, et comment aussi il y a vraiment ce mouvement global qui est un vecteur de croissance pour le groupe. Nous sommes prêts. Merci d'accueillir nos intervenants, Glenn Vichovich, Maro Cruz et Ish Hakim.
Bonjour à tous. Glenn, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille? Oui, super, parfait. Vous êtes sûr, c'est pas juste pour me faire plaisir? Non, non, pas de commentaire. Ok, je me doutais bien. Bon, est-ce que vous voulez le prononcer bien correctement? Vicevic. Ok, vous voyez? Bon, maintenant on le sait. Donc, merci beaucoup. Je voudrais vous poser la première question. Vous êtes donc directeur des technologies et des produits pour Veolia Water Technology. Et je voudrais donner un petit peu de contexte sur les initiatives de réindustrialisation globale et nous aider à comprendre comment les solutions peuvent nous aider. Oui, bien sûr. Donc, l'un des défis qu'on ne prend pas toujours en compte dans la réindustrialisation, c'est les infrastructures et les ressources et la disponibilité. Et quand vous mettez en place une nouvelle usine, par exemple, dans un nouvel endroit, il faut s'assurer que vous pouvez l'exploiter de manière durable. Ce n'est pas seulement un problème d'empreinte, mais il faut aussi avoir les ressources, par exemple, de l'eau propre pour exploiter votre usine. Et un petit peu plus tôt cette semaine, on a lancé, donc on a publié un nouveau rapport qui montrait la criticité de l'eau en tant que ressource pour faire tourner le moteur finalement de la réindustrialisation. Et la bonne nouvelle, c'est que Veolia, à OneTech, on a les technologies qui peuvent aider les clients avec ces défis. Et on va commencer avec donc les membranes. Et quand vous voulez exploiter donc une usine ou un nouvel investissement dans une région où il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a le stress acidique et vous avez la capacité à recycler l'eau et réduire l'impact, c'est absolument crucial. Donc les technologies membranaires peuvent nous aider avec cela. Ce n'est pas toute industrie qui juge la qualité de l'eau de la même manière. Et il y a certains besoins qui sont plus stricts que d'autres. Par exemple, les technologies de déionisation peuvent produire de l'eau ultra pure pour l'industrie de la microélectronique est très, très exigeante. Donc, chaque entreprise veut s'assurer que quand ils rejettent de l'eau et des eaux usées dans le processus de traitement, en fait, ils sont en ligne avec les recommandations environnementales et que les traitements et les technologies permettent aux clients de s'assurer qu'ils ont toute cette tranquillité d'esprit. Nous, on va plus loin même. On regarde les ressources qui sont dans ces déchets et voir si on peut en ressortir de la valeur, les purifier et les réutiliser dans les usines. Et dans cette situation, ce qu'on fait, c'est qu'on a un système d'économie circulaire et en même temps, on s'assure qu'on se concentre aussi avec toutes nos exploitations sur la durabilité. Et je voulais partager avec vous un exemple d'un projet que nous avons fait qui illustre ce dont on parle. En fait, on a travaillé avec une grande entreprise d'agroalimentaire aux États-Unis qui investissait dans une usine vraiment excellente. Je ne sais pas si vous connaissez les déchets issus des produits laitiers. En fait, il y a beaucoup de graisse, des macronutriments, etc. Et bien sûr, donc l'entreprise voulait s'assurer qu'il pourrait traiter ces eaux usées et qu'il serait en ligne avec la réglementation. Et il voulait anticiper donc le futur de l'usine. Donc, on a fait beaucoup de recherches et on a décidé d'acheter donc une technologie de bioréacteur membranaire de Veolia. C'est une combinaison donc de traitement biologique et d'une membrane et ça fournit vraiment donc des effluents très propres et l'organisation a pris la décision de faire cela parce qu'il réfléchissait au futur. Et on a installé donc cette usine, il me semble que c'est conçu pour 6000 mètres cubes d'eau par jour et on a vu des performances excellentes avec plus de 90% de traitement des déchets. Et dans le futur, on voit que cette organisation a décidé de regarder les opportunités pour réutiliser l'eau et grâce aux technologies membranaires, ici, on a donc ici cette technologie qui vient d'ici, donc la boucle est bouclée finalement, et on a pu identifier des opportunités de réutiliser l'eau. Donc on a donc ce processus d'osmose inverse sur cette usine et grâce à la bonne qualité des effluents avec les membranes Ziweed, ils ont pu enlever le sel de cette eau et la réutiliser dans les aéroréfrigérants. Et donc ils ont pu éliminer ou réduire leur demande en eau, leur consommation en eau de plus de 30%.
et il me semble que ça, c'est plus de 135 000 mètres cubes d'eau par an qui a été économisé. Et ça, ce n'est pas rien finalement, absolument. Donc, un exemple très parlant. Merci beaucoup, Glenn. Je vais passer vers vous, Ish. Vous êtes donc le directeur Asie-Pacifique et vous êtes là pour nous parler des semi-conducteurs et de l'industrie des microélectroniques. Quels sont les défis clés et qu'est-ce que Veolia peut nous apporter? Merci beaucoup, Elé. Donc, si vous réfléchissez donc aux éléments qu'on a entendus ce matin, donc eau ultra pure, microélectronique, pour nous, en fait, il faut être intelligent. On a donc des smartphones. On veut donc être en mesure de poster sur LinkedIn, etc. Et tous les réseaux sociaux, les plateformes que nous avons, Instagram et bien sûr Facebook de toute la vie. Mais donc, ça guide beaucoup des besoins que nous avons dans les puces que nous produisons. Même ici, il y a des gens en distance du monde entier et ça nécessite beaucoup de puissance et il faut plus de puces. Et donc, on voit les problèmes géopolitiques aussi et on se rend compte qu'il y a donc ce secteur des puces et on a donc ce qu'on appelle des méga fabs dans le monde entier, comme on en a parlé tout à l'heure. Et vous pouvez vous demander quel est le lien avec l'eau ultra pure. En fait, l'eau ultra pure est vue comme élément clé dans cette industrie de microélectronique parce que ça lave toutes les impuretés qui permettent aux entreprises d'imprimer toutes les données qui sont requises pour la vitesse que nous voulons pour que tout fonctionne bien, finalement, quand on scrolle. Un exemple peut-être de ces solutions où elles ont été déployées. Oui, tout à fait. Donc, je vois des gens que je connais ici de Singapour, par exemple. Je vais parler d'un client Soitec à Singapour. On a mis en place donc une solution ultra pure pour ce client. On a entendu parler d'eau net zéro. En fait, ici, on a été en mesure de déployer une solution à 95% de récupération d'eau avec notre technologie d'osmose inverse, de réduction des impuretés et du sel, et puis avec donc un système de DEI qui nous a permis d'enlever les impuretés et les traces. Toutes ces solutions ont fourni aux clients donc un coût bas de construction et peu d'OPEX finalement. Et pour vous donner un ordre de grandeur, chez Veolia, on a pu fournir des solutions pour cette industrie depuis longtemps, depuis la fin des années 90, depuis les eaux usées, les récupérations d'eau et puis l'eau ultra pure. Et en fait, on a construit des solutions d'eau ultra pure, donc 3500 usines et encore plus dans 22 pays. Et ça représente, et pour suivre, donc combien donc 31 000 piscines olympiques toutes les heures. Donc, pour cet événement, donc en fait, c'est absolument incroyable. Merci beaucoup. Et il me semble que cette histoire, finalement, d'excellence technologique a commencé avec Facebook. N'est-ce pas? C'est incroyable. Merci, Ish. Et Maro va conclure cette table ronde. Vous êtes le directeur Amérique latine pour les WaterTech et vous allez vous concentrer sur l'industrie minière dans la région. Donc, pour avoir la réindustrialisation, on a besoin d'avoir accès à des sources d'eau disponibles. Et c'est vrai que l'Amérique latine exporte et produit de plus en plus de matières premières. Et c'est vraiment également un lieu géopolitique clé. Et aujourd'hui, l'Amérique latine utilise le lithium et l'exporte un peu partout. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lithium? Eh bien, le lithium est utilisé notamment pour les batteries qui sont utilisées notamment pour les véhicules électriques. Et ça, c'est clé pour l'électrification également de notre mode de transport. S'il n'y a pas de lithium, alors on ne pourra pas continuer avec la transformation écologique. Alors, où est-ce qu'on trouve le lithium dont on a besoin? Eh bien, d'ici la fin de la décennie, les besoins en lithium vont doubler et pour les 10 prochaines années, ils pourraient tripler, voire être multipliés par 4. Alors, le lithium n'est pas un produit rare, on en a beaucoup, mais il est toujours difficile à extraire et se trouve en petite concentration. Et donc, où est-ce qu'on a du lithium avec des fortes concentrations? Eh bien, dans les salars. Donc, en fait, ce sont vraiment des eaux salées. Et dès qu'il y a des eaux salées, il y a du lithium. Et donc, ça, c'est notamment en Argentine, au Chili notamment.
Et à la frontière, il y a le triangle du lithium, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est là que l'on a finalement les plus grandes réserves de lithium dans les salars à travers le monde. Mais nous avons encore un problème pour extraire le lithium de ces salars. En fait, aujourd'hui, on extrait le lithium comme on l'a fait pour le sel, par exemple, de la mer, pour l'alimentation, par exemple. On a, par exemple, des pompes d'évaporation, puis on attend. Et en fait, pour le lithium, ça prend 1,5 à 2 ans pour extraire le lithium, c'est 50%. Pour le reste, c'est perdu. Donc 50% est complètement perdu. Il n'y a pas de réutilisation de l'eau pour ces processus. Et toute l'eau qui s'évapore est utilisée par le vent. Et en plus, ça vient aussi assécher les déserts. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on utilise un système direct d'extraction avec l'osmose inverse. Et ça, c'est associé également à la cristallisation et l'évaporation, les systèmes utilisés par Veolia. Et donc, ainsi, on peut vraiment réduire le cycle à 48 heures, à 72 heures. Donc, 1,5 ans, 2 ans à 72 heures. Et donc, nous avons 60% également de réutilisation de l'eau. Donc ça, c'est bien pour la planète et à bien des égards. C'est impressionnant, encore une fois. Est-ce que vous pourrez nous parler peut-être d'un exemple plus précis? Et oui, évidemment, j'ai un exemple pour vous. Ça, c'est le projet Centenario, exploité par Erame, en Argentine. En fait, le projet est en cours et il va pouvoir atteindre sa capacité maximale l'année prochaine et on aura 25 000 tonnes de lithium. Et donc ce projet est vraiment un projet très complexe. Il y a beaucoup de projets. On parle de projets à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Et ce projet Centenario est à 40 000 mètres au-dessus de la mer. Et donc on a vraiment des conditions qui sont très difficiles, très complexes, difficiles à gérer. Et il y a beaucoup aussi d'inquiétudes. Et donc, on sait que Veolia a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et c'est un projet complexe qui est vraiment aujourd'hui une réussite. Merci infiniment à vous trois. Merci infiniment, messieurs. En bref, ce que vous avez vu ce matin, vous avez vraiment vu des exemples concrets, notamment au Chili, en Argentine, à Singapour, aux États-Unis, et tout est très clair ici. Les défis qui nous attendent sont titanesques, on parle de quantité, on parle de qualité, ils touchent tout le monde, des industries aux municipalités, partout à travers le monde. La quantité, la qualité, et Veolia a déjà beaucoup de solutions pour résoudre ces problèmes. Nous avons également une position unique. Nous pouvons combiner nos activités. Nous avons également une empreinte géographique énorme. Nous pouvons répliquer les différentes solutions que nous avons partout dans le monde. Nous avons également un ensemble de technologies uniques. Et aujourd'hui, la plupart de nos clients nous font confiance et nous avons énormément de clients différents. Et tout cela, ensemble, nous positionne de manière unique pour avoir des ambitions fortes. Et comme je l'ai dit, ça décolle déjà maintenant. Donc des ambitions pour la croissance, pour les résultats, et tout va évidemment dans le même sens. Et ça décolle déjà maintenant. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment au carrefour de ces activités parce que le changement climatique est déjà là. Donc ce n'est pas par hasard que nous avons ces discussions aujourd'hui. Et non pas il y a 5 ou 10 ans parce que les choses s'accélèrent. Donc nous devons absolument accélérer aussi de notre côté, créer des solutions. C'est ce que Veolia fait. Et c'est exactement ce dont il s'agit dans le plan Green Up. Merci infiniment. Très bien, nous allons maintenant lancer notre session de questions-réponses. Très bien, je vais m'asseoir ici. Merci infiniment. Donc, nous allons écouter vos questions, mesdames, messieurs. Vous savez un petit peu comment on travaille. Vous pouvez poser
vos questions directement en ligne ou ici dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. On vous apportera directement un micro. Alors, on voit déjà 3 mains levées. Est-ce que nous pourrions peut-être apporter un micro à madame qui se trouve juste ici? Le micro arrive. Un instant, on y est presque. On vous écoute. Merci infiniment. Merci infiniment, Jelly Ping de City. Pour revenir à la page 20 de vos solutions technologiques, et merci infiniment de nous avoir parlé notamment de la différente répartition des revenus et pour les dictats. Vous êtes... alors, navré, mais l'interprète n'entend plus. Donc, une forte croissance. Navré à nouveau, le micro ne fonctionne pas bien. Pourriez-vous nous parler notamment des revenus qui ont été sécurisés et notamment quelle est finalement la durée de ces segments et de sa visibilité? Et enfin, j'ai une autre question également, ce qui concerne la concurrence. Qui sont vos plus grands concurrents aujourd'hui? Parce que nous savons évidemment que vous avez des services combinés, mais j'aimerais savoir quels sont vos plus grands concurrents. Je vais commencer peut-être, et puis Emmanuel, n'hésite pas à ajouter quoi que ce soit. Alors, il y a plusieurs choses qui sont sécurisées. 70% de nos activités sont des activités récurrentes, avec des revenus récurrents. Ça ne veut pas dire que ce sont toujours des contrats à long terme, mais comme Emmanuel l'a dit, nous avons un taux de renouvellement très élevé. Donc, ce sont vraiment des clients récurrents qui ont besoin de nous tous les mois, tous les ans, pour ce type de services et d'offres. Ensuite, nous avons les projets. Et pour les projets, nous avons le backlog et nous sommes très ravis des commandes que nous avons, toutes les commandes que nous avons sécurisées pour cette année. Donc, nous sommes très confiants. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ces 6 à 10% de croissance. Si on s'intéresse à la première partie de l'année, donc on a déjà publié les résultats, nous avons été au-dessus de nos exigences. Donc, ça veut dire que ça décolle. C'est déjà le cas aujourd'hui. Alors, évidemment, tout n'est pas évidemment garanti à 100%, puisque nous avons de très fortes ambitions et nous avons que les projets sont vraiment dans les tuyaux et ça évolue constamment. Donc 70% pour récurrent, pour le reste ce sont des commandes et nous avons vraiment un très bon carnet de commandes. Nous avons également beaucoup de contrats qui ont été signés pour la première partie de l'année. Nous avons déjà annoncé notamment des programmes de dessalement dans plusieurs régions du monde et donc... voilà, vous pouvez revenir notamment à la conférence de presse si vous avez plus d'informations. Emmanuel, je suis tout à fait d'accord avec vous. En ce qui concerne la croissance de nos recettes, 2 tiers viendront de nos offres prioritaires. Et puis le dernier tiers viendra notamment des fusions-acquisitions et pour le reste, de la croissance organique de nos autres activités. Nous sommes confiants pour 2 raisons principales. Tout d'abord, nous avons un très bon élan, comme on l'a dit déjà un peu plus tôt. On l'a vu depuis le début de l'année. Et puis, deuxième raison, si on s'intéresse à toutes nos activités, on voit que l'évolution de l'EBITDA montre qu'il y a une augmentation dans les produits et technologies et dans les services également. Pour les projets, comme Lessel l'a dit un peu plus tôt, nous avons également un bon début. Nous avons un carnet de commandes de 2 ans. Et pour notre activité produits chimiques, nous avons un très bon positionnement et nous avons également un très haut niveau d'intimité. Donc, nous allons avoir des fusions-acquisitions si nous pouvons créer de la valeur. Donc, nous avons des tokens que nous considérons. Mais nous avons également beaucoup... d'opportunités sans avoir notamment à avoir des fusions-acquisitions. Alors pour la concurrence, c'est à la page 11. Donc je ne vais pas donner le nom de nos concurrents à haute voix. Je vous laisserai directement lire la slide parce que je pense que nous, on est vraiment les leaders du marché. Merci infiniment. Nous allons prendre une autre question ici dans la salle. Oui, monsieur ? Bonjour, vraiment une présentation très tendre, Philippe Opation, BHS. Alors j'ai 2 questions. Tout d'abord, merci infiniment pour tous les détails, les EBITDA, les marges, les recettes, c'est très utile. Et c'est très bien pour la modélisation, mais j'ai une question. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Le ROCE. Vous avez parlé d'une augmentation du ROCE. Est-ce que vous pourrez un petit peu expliquer où le ROCE va aller pour les technologies de l'eau par rapport notamment aux cibles que vous aviez entre 9 et 10, je crois. Ça, c'était la première question. Et puis deuxième question, une question un peu plus globale.
Alors, au niveau du cycle macroéconomique, que le secteur de l'automobile est plutôt sur le déclin, puisqu'on s'attendait à plus de revenus de la part des véhicules électriques, par exemple. On voit aussi qu'il y a d'autres cycles similaires dans l'industrie technologique. Alors, comment pouvez-vous garantir que votre trajectoire va être celle que ces industries vont aussi voir? Le but, c'est de voir un petit peu si vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous voulez commencer, Manuel? Oui, je vais commencer avec question sur le ROCE. Donc, comme vous le savez, pour nous, le ROCE, c'est très important. Vous vous souvenez ce qu'on a pu faire à la fin de l'année dernière? En 2 ans, on a pu revenir au niveau que nous avions avant la fusion avec Suez. Donc, quand on avait des activités plus capitalistes. Donc, en ce qui concerne le ROCE pour les technologies de l'eau, en fait, il est plus élevé que la moyenne du groupe, comme je viens de le dire. Et en fait, comme on l'a dit, ça sera boosté par notre croissance du chiffre d'affaires avec les offres prioritaires. Les offres combinées qu'on a entre nos activités, nos secteurs d'activité, et puis le taux de rétention de nos clients. On va avoir donc une discipline stricte en termes d'efficacité du capital, de même que pour le CAPEX, pour la croissance organique et pour les acquisitions. On sera en mesure d'augmenter le ROCE qu'on a de 200 à 300 BP d'ici la fin du plan. Elle vous a donné des chiffres et bon, parce que vous aimez les chiffres, n'est-ce pas? Donc, en ce qui concerne, ce qui est important, c'est de dire que donc le groupe est très varié. On a des activités, on a des places fortes, et là, on parle des boosters. Les boosters d'activité, donc boostent la croissance. Et dans ce cas, en fait, on utilise moins de capital. C'est pour ça que le ROCE est plus élevé que le reste du groupe, et on va augmenter ça dans les années à venir. La deuxième partie concerne le fait que vous avez d'autres parties du groupe qui sont très résilientes et on ne s'attend pas au même ROCE. Donc, quand on parle d'infrastructures, de réseaux, de services essentiels, donc c'est une combinaison d'activités qui sont très résilientes et de croissance, et les deux ensemble font l'ensemble de la croissance du ROCE du groupe sur le court, moyen et long terme. Donc, toutes les années et pas seulement pour un an. La macroéconomie, bon, en fait, pourquoi est-ce que nous avons confiance? Vous avez raison, il y a donc plein d'effets. Donc, il y a cette partie qui boom, cette partie qui décroît. Donc, bon, notre recette pour la résilience, c'est d'être diversifié. Et c'est ce qu'on a dit, j'essaye de retrouver la page. Attendez, voir, page 9. Page 9, vous voyez, donc on a les municipalités très résilientes en termes de macro. Et puis, toutes les autres industries, il n'y a pas une grosse industrie avec une grosse proportion de notre chiffre d'affaires. Donc, on est très diversifié. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Anne, le lithium a cru, et puis est redescendu, et puis l'or a décollé, et puis après donc il y avait le Chili, la Bolivie, l'Argentine. L'or c'était plus le Canada, et dans tous les cas on est partout. Donc s'il y en a un qui s'en sort moins bien, alors l'autre s'en sort mieux, qui prend le relais. Donc la diversité finalement des géographies et du type de client fait également la réponse à votre question. Oui, ça fait tout à fait sens. J'espère que ça répond à votre question. Une dernière question de la salle, et puis après ça, je vais passer aux questions qui sont en ligne. Oui, allez-y. Alexandre Roncier, Bank of America. Je vais avoir 3 questions rapides. La première concerne, c'est pour revenir au chiffre d'affaires. En particulier, je voulais revenir sur les PFAS. Vous avez parlé des échéances à 2030. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la technologie et puis un peu plus d'échéances, parce que vous avez parlé donc des revenus à la fin du plan Green Up, et on voit des pushbacks, au niveau réglementaire aux États-Unis en particulier. Donc,
comment ça cadre avec le plan Green Up? Et puis par rapport aux marges, vous pouvez nous donner des détails sur la division entre l'efficacité des prix? Vous avez parlé de 50 millions dans le plan. Est-ce que le reste, c'est juste des prix avec vos clients? Est-ce que vos clients sont sensibles au prix? Est-ce que vous avez confiance? Ou est-ce que c'est une meilleure utilisation de vos activités? Et Anne a dit que vous étiez à votre 4e extension. Est-ce que vous avez des plans pour aller plus loin? Ça serait intéressant. Et puis la dernière concerne donc ce que vous avez dit côté exploitation. Vous avez montré beaucoup de super technologies, beaucoup d'efficacité. Mais dans quelle mesure est-ce que les eaux nous aident à gagner finalement ou à maintenir les contrats dans l'exploitation de l'eau? Et est-ce qu'il y a des performances dans des contrats historiques aussi? Bon, 4 questions en fait, si j'ai bien compris. J'espère que j'ai tout noté. Donc, les PFAS, pour revenir à la slide 17, vous voyez le décollage. Finalement, par rapport à il y a 2 ans, on était à 0 chiffre d'affaires et cette année 200 millions et où on sera d'ici la fin de la décennie. Donc 2027, le point intermédiaire, je ne sais pas parce que ça dépend de la réglementation et de sa mise en place. Vous avez tout à fait raison. Donc, si c'est mise en place rapidement aux États-Unis, laissez-moi vous rappeler que la réglementation sur l'eau et sur les PFAS n'a que quelques mois. En avril, finalement, c'est tout récent. Donc, mais on a déjà tout ça. On a déjà 200 millions, c'est pas rien, parce que nous avons des entreprises d'eau qui sont nos clients, et puis des sites industriels, des aéroports, etc. Et l'offre Beyond PFAS est là. Donc, on ne compte pas seulement sur cela. Et bon, les différents types de clients pour cette offre. Bon, je ne sais pas la proportion dans quelques années, laquelle ira plus vite que l'autre. Ça dépend vraiment de la réglementation, mais j'ai confiance. Et typiquement, on a déjà donc ces 200 millions. Et il y a beaucoup déjà qui arrivent. 60%, je dirais. Je vais vérifier les chiffres, mais de l'Australie et des États-Unis. Mais pas seulement dans l'eau, ça vient aussi de l'industrie militaire qui nous demande d'enlever les PFAS dans leur base. Donc finalement, le rythme entre les deux, ça va dépendre finalement de la réglementation et de sa mise en œuvre. Donc ça, c'est la première chose. L'efficacité des prix, bon, l'amélioration de la marge vient d'où, Emmanuel, en fait, en gros? Bon. En fait, pour répondre à votre question par rapport à l'amélioration de la marge entre 2024 et 2027, un tiers va venir globalement, bon, en gros, de l'efficacité et du haut niveau de synergie que nous serons en mesure de générer grâce à ces réussites et ces acquisitions dont nous avons parlé, ces fusions. On va travailler sur donc ces aspects-là, sur les économies, la massification, l'efficacité des coûts, et puis on va avoir plus d'un tiers, 40 à 50% qui va venir de manière organique de nos priorités de croissance. Et puis, le dernier tiers, ou 20-25%, va venir de la croissance organique des autres segments, de même que de la contribution des fusions-acquisitions. Et la croissance organique sera typiquement l'extension des usines. C'était votre 3e question. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc, vous parliez donc de l'extension et du CAPEX dans nos unités mobiles. Donc, ça va donc conduire la croissance et nos offres prioritaires. Donc un tiers de l'efficacité, 2 tiers des résultats et un peu d'acquisition. Plus ou moins. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé aussi on a de plus de demandes et puis on a aussi donc cette capacité à produire et donc on est dans un cas vraiment incroyable. Ici, donc on a l'extension du site à Oroslani, mais aussi d'autres sites similaires aux États-Unis, un en Chine aussi et au nord de Shanghai. Et donc vraiment, en ce qui concerne cette extension de site, vraiment on choisit notre allocation de capitaux de manière judicieuse parce que les membranes sont très précieuses. C'est un luxe parfois et si elle compare ça au luxe français. Et vraiment, l'idée, c'est qu'il faut bien choisir ces marchés et s'assurer que nous répondons aux standards de nos clients qui sont très élevés et aux priorités.
Et donc, où est-ce qu'on investit? C'était pas votre question, mais si je prends un peu de recul, on investit principalement, donc en termes de capex, d'investissement organique dans les unités mobiles, qui encore une fois ont un très bon retour sur investissement, comme Emmanuel l'a dit. Et puis, est-ce qu'on se limite en termes d'investissement? Non. En fait, on a priorisé donc les 3 boosters dans l'investissement dans GreenUp très clairement, donc Anne et les 2 autres directeurs. Donc, nos investissements en termes d'investissement dans le plan GreenUp sont très clairs pour tout le monde. En termes d'exploitation dans l'eau, comment est-ce que ça nous aide? En fait, ça va dans les 2 sens. En fait, est-ce que je peux prendre l'exemple du CEDIF, peut-être le contrat de CEDIF donc on a fait une présentation il y a quelques mois sur ce super contrat avec 12 ans d'extension, multimilliards, etc. Donc, en fait, ce contrat a boosté. Donc, on a un système d'osmose inversée à basse pression pour une usine d'eau potable autour de Paris. Dans quelques années, il y aura plus de PFAS, plus de perturbateurs endocriniens, et donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure, il n'y en aura plus du tout quand vous ouvrirez le robinet à Paris. C'est fantastique. Donc, il faut attendre que nous améliorions le site pour être en mesure de mettre ça en place, mais ça va être le cas dans quelques années. Donc c'est une activité typique d'exploitation dans l'eau, ce qu'on appelle une place porte. Et on a renouvelé ce contrat et donc ça a boosté, donc c'est avec Jean-François, hein, c'est les activités de Jean-François, et ça a boosté donc le backlog de technologie pour améliorer ces sites avec Anne dans les solutions de l'eau et vice-versa. Si on n'avait pas pu faire la différence avec notre technologie, celle-ci et d'autres, peut-être qu'on aurait moins réussi dans le renouvellement de ce contrat avec dans de bonnes conditions, y compris être en mesure de le rendre donc disponible, accessible pour les citoyens, parce que l'accessibilité est un élément clé. Donc, bon, j'imagine que ça va dans les 2 sens, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très important. La combinaison, c'est quelque chose qui est très important chez Veolia et en fait, c'est pas seulement à la marge, c'est quelque chose qui crée beaucoup de valeur. Donc, il faut être très bon dans chaque domaine, dans chacun de nos activités, donc les 3 places fortes et les 3 boosters de croissance. Et en plus de ça, on crée 20-30% de valeur en combinant cela. Exactement l'exemple de Jean-François tout à l'heure. Donc, en fait, c'est les deux. Si on n'est pas très bon à ce qu'on fait, donc bien sûr, on ne pourrait pas faire ça. Mais on est les meilleurs et en plus, on produit de l'énergie avec les eaux usées, on aide les WaterTech et vice-versa, etc., etc. Désolée. Oui, peut-être juste pour ajouter, plus on combine les technologies avec les activités locales, et plus on a une grande base de clients au niveau local. Et le plus on combine, donc ça va être le cas aussi pour le CEDIF, ça sera donc une base pour WaterTech. Donc en fait, l'usine qui est ici, par exemple, va devoir produire plus de membranes du fait du remplacement de ces membranes. Donc, en fait, c'est une activité récurrente qui va venir pour l'exploitation grâce au fait que ça va devenir une base installée de technologie. Et en fait, donc, le plus de données nous avons aussi, c'est donc ces liens également, et puis la numérisation, et grâce à ce retour d'expérience. Merci beaucoup. On va prendre des questions de ceux qui nous suivent en ligne. CA de WaterTech est concentré sur la chimie, la pétrochimie et ONG. Pouvez-vous commenter la sensibilité au contexte macro? Alors, un tiers, c'est a third is oil and gas. Donc, un tiers, c'est oil and gas. Mais en tant que secteur, dans nos clients, où est mon slide sur les customers? Diapo 9. Donc 9%, oui, page 9, absolument. Donc, et les pétrochimiques, 10. Les pétrochimies, c'est très petit ou très grand. Donc en fait, oil and gas 9%, ça veut dire qu'on ne dépend pas de ce secteur. Et donc si ça va bien
ou pas si bien, on a dans tous les cas une base de clients très résiliente. Donc, ça revient à votre question de tout à l'heure. C'est pour ça que la diversification du portefeuille est tellement importante et c'est pour ça que nous n'avons pas parlé d'offres dans ce secteur en particulier. C'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais en fait, donc les 5 priorités, offres prioritaires, bon, il y en a un petit peu dans ce secteur, mais pas beaucoup. On parle plus de microélectronique, de pharmaceutique et bon, en gros, de transition énergétique avec les minéraux, de même que donc la population et la santé. Donc tout ça, ce sont des méga-trends et en fait, les méga-trends soutiennent le fait que, finalement, quoi qu'on fasse et quoi qu'il se passe dans l'une ou l'autre partie du monde, au final, vous aurez toujours la population, comme l'a dit Anne en intro, qui veut donc de l'eau potable bonne pour la santé et donc le reshoring, la relocalisation des industries. Et donc pour moi, c'est une tendance qui va durer. Donc, et la rareté de l'eau, en fait, c'est un fait. Vous savez, c'est une conséquence du réchauffement climatique, quelle que soit la population. Donc, bon, en fait, ces 3 choses soutiennent notre croissance, quelle que soit finalement la situation. Et le reste, il faut être résilient grâce à notre diversification de portefeuille. Il faut aussi garder à l'esprit, Esperel, que dans le domaine du pétrole, on a aussi toutes les énergies renouvelables également. Et ça ne vous a pas échappé qu'ils changent tous de nom. Donc, on appelle maintenant ça énergie renouvelable parce que ici, nous, on essaye de décarboner cette industrie et donc on a donc une partie majeure de nos contrats qui concerne la capture du carbone sur l'hydrogène et les énergies renouvelables. Tout à fait, absolument. Alors, pour le business model dont on vient de parler, à nouveau, il s'agit de services. En fait, on mène l'analyse, ensuite on définit la formulation, et ensuite on la met en œuvre, et ensuite on la suit. Ça veut dire en fait qu'on a vraiment beaucoup de clients différents. Ce sont des activités récurrentes parce que grâce à nous, le processus du client fonctionne. On peut également vérifier que tout cela respecte les différentes réglementations en matière de protection environnementale, d'avoir plusieurs biens également et vérifier que tout reste en bon état, par exemple, lutter contre la corrosion. Donc, aujourd'hui, nous avons défini un produit et ce produit est directement intégré dans le processus. Donc, ce n'est pas quelque chose finalement que vous pouvez commencer ou arrêter, parce qu'en fait, il y a un très haut niveau de conversion. On m'a beaucoup posé la question suivante. Le contexte géopolitique, le contexte macroéconomique. Et c'est vrai que les gens étaient assez surpris de voir que nous étions en fait capables d'augmenter les prix avec l'inflation, etc. Ça, ce n'est pas par hasard à nouveau que nos résultats sont résilients. J'aimerais vous rappeler que dans notre plan Green Up, nous avons 2 éléments clés. Premièrement, quand on est quelque part, on va être dans le top 3. Ça, c'est vraiment notre critère de réussite principal. En fait, quand on est là, on est fort. On est unique, on est ambitieux. C'est le cas ici, notamment dans les technologies de l'eau. On est numéro 1 et dès qu'on fait quelque chose, on est les meilleurs. Si vous êtes numéro 20, ça veut dire que ce sera plus compliqué parce que ça veut dire que le marché n'est pas dans le même effort. Quand on est dans le top 3, on peut augmenter les prix, on a plus de marge de manœuvre. Deuxièmement, la diversification à travers le monde. On veut vraiment diversifier nos activités. C'est quelque chose que l'on veut vraiment conserver, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui chez Veolia. Donc c'est vraiment un angle spécifique qui a été affiché de manière très claire dans le plan Green Up et j'aimerais vraiment vous le rappeler aujourd'hui. Vous avez été très détaillé dans vos réponses, donc on manque un peu de temps. C'est pas un reproche. Au contraire, c'est incroyable. Mais si vous êtes d'accord, j'aimerais que l'on prenne quelques questions des personnes qui seront en ligne. Vous allez rester avec nous le reste de la journée, donc vous allez pouvoir poser vos questions un peu plus tard. Et donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de prendre les questions des personnes qui sont connectées en ligne. Alors, une question de Arthur Sidbon, Morgan Stanley. Avec vos objectifs pour la croissance
dans le domaine des activités PFAS, même si les nouvelles réglementations américaines vont limiter les quantités de PFAS dans l'eau, si celles-ci ne sont pas adoptées, à votre avis, quelle est également la partie de la croissance qui va venir aux États-Unis? Il y a également une troisième question, en fait, donc c'est une triple question finalement. Et quelle est également la proportion du capital pour les activités liées à l'eau? Alors, slide 17, nos ambitions sur les nouveaux polluants et les PFAS. Alors, à nouveau, je n'ai pas parlé des détails, justement parce que tout dépendra des différentes réglementations dans les différents États, dans les différents secteurs et dans les différentes régions du monde. Mais je suis confiante. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas seulement des États-Unis, on parle de l'Australie et de l'Europe également. Et la législation est très claire, Europe 2026, etc. Deuxièmement, on ne parle pas non plus uniquement du retrait des PFAS de l'eau. On parle également de retirer les PFAS de l'eau, mais les PFAS des sites pollués, des sols. Et donc, les clients devront se conformer à plusieurs réglementations. Parfois, ce sera sur base volontaire et nous avons remporté un contrat avec le ministère de la Défense en Australie et on a réussi à avoir ce contrat parce qu'ils voulaient absolument dépolluer leur site. Donc à nouveau, nous avons beaucoup de clients très différents qui à nouveau viennent par exemple des sites industriels, des aéroports, etc. et des eaux municipales aussi. Et nous avons également d'autres contrats. On ne dépend pas d'une seule législation dans un seul pays. C'est beaucoup plus vaste que cela. Et puis nous avons plusieurs activités combinées. On a les technologies de l'eau, on a les opérations de l'eau. Et à nouveau, on doit aussi éliminer les micropolluants, les PFAS, une fois qu'ils sont concentrés. Et on doit absolument les traiter grâce à des incinérateurs à haute pression. Donc c'est très varié. Donc si vous pensez que PFAS égale eau égale États-Unis, alors vous n'avez vraiment qu'une partie de l'histoire. C'est beaucoup plus vaste que cela. Merci infiniment. C'était en effet une très bonne question. J'aimerais terminer rapidement avec deux questions. Tout d'abord, une question brève, Anne, si possible, et puis une autre question qui est un peu plus vaste. Tout d'abord, une question pour vous, Anne. Alors, vous avez parlé de la gestion des saumures. Est-ce que le phosphore peut être réutilisé, puisque c'est une ressource limitée? Oui, on peut très bien le réutiliser. C'est la raison, évidemment, pour laquelle on veut absolument séparer ces nutriments, les sels, les minéraux. Et en effet, il y a un business model là-dessus et on peut utiliser ce business model. Alors, certains nutriments ont un business model qui n'est pas tout à fait équilibré, mais pour le phosphore, c'est quelque chose qui est requis notamment dans le domaine de l'agriculture. Très bien. Merci. Et une autre question, et je vous propose de nous arrêter là avec cette question de Juan Rodriguez de Keplan-Chevreux. J'espère que je n'ai pas écorché ce nom. Alors, comment pouvez-vous aller 3 fois plus vite que le marché? Est-ce que vous allez devoir aussi grappiller d'autres parts de marché? Oui, vous vouliez une réponse brève? Eh bien, la réponse est oui. Et oui, je suis très confiante. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous avons vraiment une offre unique. Une offre unique sur des marchés en plein essor et prometteurs. Vous avez une empreinte géographique, nous devons également passer à l'échelle. Nous avons beaucoup de clients différents. Nous avons également toute une série de technologies brevetées et innovantes. Et c'est la raison pour laquelle, oui, je vais absolument accroître nos parts de marché. Ce sont évidemment nos objectifs pour être encore plus forts sur le marché. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Merci pour votre attention. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Alors pour celles et ceux qui sont dans la salle, je vous demande d'être attentifs encore un petit peu. Et pour celles et ceux qui sont en ligne, merci infiniment et nous avons hâte de vous retrouver pour un prochain événement.